La Cavernale, chapitre 7. Les compagnons occupent le chalet depuis 8 jours. Ils se sont reposés, ils ont repris du poids et retrouvé un peu de leur vitalité. Leurs jambes les font moins souffrir. Ils ne sont pas encore débordants d'énergie, mais ils se sentent prêts à reprendre la route. Ce jour-là, il n'y a pas de vent. Les compagnons décident d'en profiter. Ils ne veulent pas voyager dans les suffocants nuages de poussière. Dans le secret de leurs pensées, certains désiraient rester au chalet, car ils craignaient, en retrouvant leur vie ordinaire, de perdre l'objet de leur amour. En même temps, ils sont impatients de rejoindre leur famille. C'est le départ. Les compagnons ont remis, autant qu'il était possible, le chalet dans l'état où ils l'avaient trouvé. Ariane a laissé un mot au propriétaire pour lui expliquer la situation. Elle a repéré le village de Saint-André sur la carte de la région. C'est le village le plus proche. Une route locale y mène directement. Les compagnons n'ont qu'à trouver cette route et la suivre jusqu'au village. Ils reprennent, au sens inverse, la piste des traces de pneus. Elle les mène à un chemin de terre. Ce simple symbole de civilisation les encourage. Ils s'y engagent en chantant telle une meute de scouts. Une pancarte au bord de la route leur indique bientôt qu'ils approchent du village. Les compagnons sont surpris. Ils croyaient que le village était beaucoup plus éloigné et qu'ils en avaient pour des heures, sinon des jours de marche. Mais voilà qu'ils arrivent à destination. Des maisons sont massées au bord de la route comme des supporters attendant un peloton de coureurs. Dans ces maisons, il y a des gens pour les renseigner. Il y a des téléphones pour appeler leurs parents. Les compagnons se mettent à courir clopin-clopant. L'une des premières habitations à l'entrée du village est une épicerie. S'il y a un endroit où les compagnons ont une chance de trouver des gens à 7 heures de la journée, c'est bien dans une épicerie. Les compagnons montent d'un seul bond les quelques marches de bois. À l'intérieur, il fait sombre. Les néons sont éteints. La seule clarté vient des fenêtres, et elles sont bouchées en partie par des boîtes de toute taille. Les compagnons ne voient ni épicier ni client. « Il y a quelqu'un, hein? » crie Ariane. Elle ne reçoit pas de réponse. Elle va voir dans l'allée du fond. Il n'y a personne. « Mais c'est bizarre, » dit Seth. « D'habitude, il y a tout plein de monde chez les dépanneurs. Il y a sûrement un téléphone quelque part, » dit Rogne. Il y en a un sur le comptoir, près de la caisse. Les compagnons se précipitent, mais à ce moment, dans leur dos, un long grincement se fait entendre. Les compagnons se retournent dans un sursaut. Le bruit vient de l'arrière-boutique plongée dans la pénombre. L'abattant d'une trappe frappe le plancher avec fracas. Par l'ouverture béante, les compagnons voient apparaître une tête, juste une tête, dont le visage est transformé en masque par un éclairage venant d'au-dessous. La tête les fixe de ses yeux d'ombre. La bouche s'ouvre, trouant le masque, mais aucun son n'en sort. Un revenant surgissant soudain de son sépulcre n'aurait pas une autre allure. La tête s'élève. L'homme monte en se tenant à 2 mains au bord de la trappe. Il se redresse et reste à côté du carré lumineux, se balançant imperceptiblement. Depuis qu'il le voit en entier, les compagnons trouvent à l'homme un air tout à fait inoffensif. C'est un petit homme chauve, assez gros. Il parle enfin, d'une voix pâteuse. « Ah ben, ça alors, la visite?
de la belle visite. Je pensais que je rêvais tout éveillé. Quand j'ai entendu marcher, j'en croyais pas mes oreilles. Puis, j'ai entendu crier. Là, ça avait de l'air vrai. Je me suis dit, André! Il change de ton. André! C'est moi, André de Saint-André. Trouvez-vous ça drôle? Là. Là, je me suis dit, André, il y a quelqu'un en haut. Je monte, et qu'est-ce que je vois? Des beaux petits gars pis des belles petites filles. Vous êtes pas des apparitions, toujours. Il s'avance d'un pas mal assuré vers le groupe figé des compagnons. Ceux-ci n'ont pas eu le temps de placer un mot, ils n'ont pas eu l'idée non plus, tant ils sont étonnés par l'allure et le discours du bonhomme. Celui-ci s'est approché de moi, et alors qu'elle ne s'y attend pas, il l'attrape par la taille et l'entraîne dans une danse. Si on peut appeler ça une danse. Ça tient plutôt d'un tangage de deux passagers qui n'ont pas le pied marin. Moi jette des regards furieux par-dessus son épaule. S'il n'était si surpris, les compagnons éclateraient de rire. Seth murmure à l'oreille d'Ariane. « Il est fou! » »« Oh non, il n'est pas fou, dit Ariane. Il est complètement saoul. Moi réussis à s'arracher des bras d'André. Il titube un moment, cherchant son équilibre. Finalement, il s'appuie au mur. Les menaçant de l'index, André demande aux compagnons. « Vous autres, vous êtes pas bien vieux pour vous promener tout seul dans la misère du monde. D'où c'est que vous venez donc? » Ça serait long à expliquer, dit Ariane. Ce qu'on voudrait d'abord, c'est appeler nos parents. On est pressés. Il nous est arrivé de choses graves et il faut qu'on parle à nos parents au plus vite. Est-ce qu'on peut se servir du téléphone qui est près de la caisse? Le téléphone, dit André. Il n'y a plus de téléphone. Fini le téléphone. André fait de la main un grand geste qui lui fait perdre l'équilibre. Il tombe assis. Les compagnons contournent des caisses empilées et le retrouvent. Il est resté tranquillement par terre et il continue à parler pour lui-même. Fini le téléphone, fini la radio, fini la télé, fini tout. Ça sert plus à rien, toutes ces maudites patentes-là. Il fixe le vide d'un air absent. Les compagnons le regardent ne sachant que penser. Soudain, André relève la tête et leur demande. « D'où est-ce que vous êtes sortis, hein? Dites-moi ça, les beaux enfants. D'où c'est que vous venez? » J'ai dit tout à l'heure, commence Ariane. « Ah, ça ne sert à rien. » Ariane se tourne vers les compagnons et dit. « Il n'y a rien à en tirer. Tant pis, on va se passer de sa permission. » Les compagnons retournent dans l'épicerie. Dans leur dos, André monologue. Le téléphone, ça sert à rien. Fini. On m'appelait. Hé André, c'est quoi tes spéciaux de la semaine? On m'appelait. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Moi a réussi à s'emparer du récepteur. Elle fait une grimace et dit. Je n'entends rien. Le téléphone est mort. Je n'entends pas le Ça sert à rien de composer. Le téléphone ne marche pas. Rogne lui prend l'appareil des mains, mais il est bien obligé d'en venir aux mêmes conclusions. Non sans subir un regard furieux de la part de moi. Ils reviennent près d'André pour tenter
de savoir plus long. Mais, sur ces entrefaites, André s'est endormi. Rogne a beau le secouer, rien à faire. Comme pour narguer Rogne, André se met même à ronfler. Les compagnons le regardent dormir un moment, puis ils sortent de l'épicerie. Ils restent groupés au pied des marches, hésitants, ne sachant que faire. Les paroles d'André et le dérèglement du téléphone ravivent leurs inquiétudes, de même que l'air d'abandon que montre le village. Autour d'eux, les trottoirs et les cours sont vides. Aucune voiture ne circule dans la rue. Aucun son ne vient jusqu'à eux. Le village semble déserté comme une ville fantôme du film western. C'est étrange, comme tout ce qu'ils ont vécu depuis leur fuite sous terre. Il y a longtemps que les compagnons ne vivent qu'entre eux. Il leur arrive d'avoir de la difficulté à se rappeler à quoi ressemble une vie ordinaire. Finalement, Rogne se détache du groupe et va frapper à la porte de la maison d'à côté. Moi et Niam, puis le reste du groupe, se dirigent vers des maisons. Ils ont beau sonner et toquer. Aucune porte ne s'ouvre. Les compagnons passent d'une maison à une autre, tissant un réseau d'espoir. Mais tout ce va-et-vient s'avère inutile. Le village est vraiment désert. André semble en être le seul habitant. Les compagnons retournent à l'épicerie. André dort toujours. Ariane descend à la cave d'où André est sorti comme un revenant de sa tombe. Il y trouve une installation. Dans un coin, il y a un lit et une commode, une table et une chaise. Plus loin, près d'un évier, des accessoires de toilette. Le reste est occupé par l'entrepôt de l'épicerie. Suivi de près par Niam, Glou rejoint Ariane. Les autres ne tardent pas à descendre aussi. Ils examinent distraitement l'installation d'André. Ils sont découragés. Ils croyaient être arrivés au bout de leur peine, mais le mauvais rêve continue. Ils n'ont encore reçu aucune réponse aux 1000 questions angoissantes qui se posent. Ils sont toujours aussi isolés du reste du monde. Ils doivent continuer à ne compter que sur eux-mêmes. Rien ni personne ne vient alléger leur fardeau d'inquiétude. En arrivant au village, ils étaient sûrs de reprendre contact avec des gens et de tourner la page de leurs aventures. Mais le répit n'est pas venu. Le mystère reste entier et toujours aussi menaçant. « Ariane, qu'est-ce qu'on va faire? » demande Seth. « Je pense qu'on devrait se reposer en attendant qu'André se réveille, » dit Ariane. « Il n'y a rien d'autre à faire. Vous avez vu, à part André, il n'y a personne dans le village. Il est le seul à pouvoir nous aider. Pour le moment, il ne vaut pas grand-chose, mais quand il se réveillera, il répondra à nos questions. Si on ne parle pas trop fort. »« Pourquoi si on ne parle pas trop fort? » demande Biba. « Parce qu'il aura la tête fragile, » dit Ariane. « Et pourquoi il aura la tête fragile? » demande Biba. « Parce qu'il a trop bu. Demain, il aura mal aux cheveux, » dit Ariane. « On a mal aux cheveux quand on boit trop? » demande Biba. « On a mal aux cheveux et on a la gueule de bois, » dit Ariane. Biba est tenté de demander ce que c'est la gueule de bois, mais il arrête là la série de questions. Il est clair que les compagnons ne peuvent s'installer dans la cave. Il n'y a qu'un lit, et de toute façon, ils en ont assez des lieux souterrains. Moi intervient. « Moi? Je suis entrée dans une maison. Oh non, ne me regardez pas comme ça. Il n'y avait personne. Quand j'ai mis la main, la poignée a tourné toute seule. La porte n'était pas fermée à clé. La maison était vide. On pourrait,
je ne sais pas, mais moi, ce n'est probablement pas la seule maison ouverte. On pourrait s'installer dans une maison en attendant qu'André se réveille. Ça serait plus confortable que... Et le téléphone, est-ce qu'il marchait? Demande Ring. Non, il courait, répond-moi. Puis elle continue plus sérieusement. La première chose que j'ai faite, que j'ai vue en entrant, c'était le téléphone. Il était juste dans l'entrée. Il ne fonctionne pas, lui non plus. Peut-être que la ligne du village est coupée ou peut-être que tous les fils sont tombés ou peut-être la voix de Seth s'éteint. Les autres ne répondent pas. Ils n'ont plus envie de bâtir des hypothèses. Sans un mot, ils suivent moi dans la grande maison qu'elle a déjà visitée. Ils s'aperçoivent qu'ils ont faim. Ils prennent un léger repas dans la cuisine sans toucher aux provisions de la maison. Ils se contentent des réserves qu'ils ont prises au chalet et ils nettoient la cuisine après s'en être servis. Puis ils se partagent les lits des 3 chambres. Ariane est restée à l'épicerie. Elle n'aimait pas l'idée d'abandonner André. Il est le seul à pouvoir leur raconter ce qui s'est passé. Elle s'assit sur le lit en attendant qu'il se réveille. Elle essaie de lutter contre le sommeil, mais, à la longue, le grand silence détend ses défenses. Elle glisse sur le couvre-lit et s'endort. Un bruit réveille Ariane. Avant qu'elle réalise que ce sont des pas dans l'escalier, André est arrivé en bas des marches et s'est approché du lit. Il s'arrête net à la vue d'Ariane, à demi redressée. Il balbutie. « Mais qu'est-ce que... Oh! Oh! Comme ça, c'est vrai! Je n'avais pas rêvé! Il y a vraiment des enfants, mais... Où sont les autres? Est-ce qu'ils sont partis? Est-ce qu'on est tout seul? À quelle question veux-tu que je réponde en premier? Demande Ariane, qui a repris ses esprits. Moi aussi, j'ai des questions à poser. Mes amis et moi, on est partis de chez nous depuis très longtemps. On a l'impression que, pendant ce temps-là, il s'est passé quelque chose de grave, mais on n'a pas encore réussi à savoir quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ma petite fille, oh, ce qui s'est passé. André se laisse tomber sur le lit à côté d'Ariane. Il hoche sa tête baissée, des larmes roulent sur ses joues et tout ce qu'il parvient à dire durant un moment, c'est « Oh, ma pauvre fille, ma pauvre petite fille ». Ariane attend un peu, puis elle ne peut se retenir de répéter sa question. « André, qu'est-ce qui s'est passé? » André s'essuie les yeux, renifle un bon coup, puis, regardant Ariane droit dans les yeux, il lui explique. Ce qui s'est passé, il y a eu un accident dans une de leurs saletés d'usine nucléaire. Il y a eu des secousses, on aurait dit un tremblement de terre. Est-ce que c'était un vrai tremblement de terre et que ça a causé des dégâts dans la centrale ou est-ce que les secousses, c'était des explosions? Je ne le sais pas. Tout ce que je sais, c'est que des tas de gens sont morts et qu'un nuage de poussière radioactive s'est mis à se promener dans les airs. Et partout où la poussière se posait, ça tuait les gens, les animaux, les plantes. Là, c'était la grande panique. Ils nous ont dit de ne pas paniquer, mais comment tu veux ne pas paniquer quand un nuage de mort se promène au-dessus de ta tête? Quand on a appris que les vents poussaient le nuage par ici, mes voisins sont devenus fous. Ils ont embarqué dans leurs autos, dans tout ce qu'ils trouvaient, même l'autobus scolaire. Et puis, ils sont partis à l'épouvante. Moi, je me disais que c'était plus dangereux d'être sur les routes qu'en dedans. Je me suis cachée dans mon épicerie.
J'ai décidé de me tenir dans ma cave jusqu'à ce que le pire soit passé. J'ai descendu les choses dont j'avais besoin pour être un peu confortable. Mon appartement est juste au-dessus. Je ne dis pas que je n'ai pas eu de problème. Avec mon lit, par exemple, il a fallu que je le démonte. Je me dépêchais. J'avais assez peur. J'avais assez peur que la poussière rentre par les fentes des fenêtres. J'avais essayé de boucher tous les trous, mais ces saletés radioactives, ça s'infiltre partout. Je peux te dire que j'ai été obligée quand j'ai fermé la trappe pour de bon au-dessus de ma tête. J'ai été soulagée quand j'ai fermé la trappe pour de bon au-dessus de ma tête. Là, j'étais à l'abri. Je savais qu'il me fallait cacher pendant 15 jours à peu près, mais on joue pas avec ces affaires-là. Ils peuvent bien dire que la radioactivité disparaît quasiment toute en 15 jours. J'ai pas pris de chance, mais j'ai attendu 3 semaines avant de sortir de ma cave. Et encore, jusqu'à maintenant, j'ai pour ainsi dire pas mis le nez dehors. Mais vous autres, vous avez des parents bien sans dessein, donc pour vous laisser dehors dans le danger, comment ça se fait que vous vous promenez de même? Ariane fait le récit de leurs aventures. Elle raconte leur fuite sous terre, leur vie dans la cavernale, leur libération et leur séjour dans le chalet. André n'en revient pas. Vous y étiez dans des grottes? Et toi, tu as senti le danger? Et tu as emmené tes amis? T'es une spéciale, toi, avec ton pouvoir. Ça m'étonne pas qu'il commence à y avoir du monde comme toi sur la Terre. On va avoir besoin du monde bien spécial, avec toute leur folie de nucléaire. On se disait toujours que c'était dangereux, et puis on oubliait jusqu'au lendemain. Là, on a eu la catastrophe. Et puis, c'est pas drôle. On va avoir besoin du monde comme toi pour nous sauver. Mais je n'ai pu sauver que mes 6 amis, et j'aurais dû. Le souvenir de son demi-sauvetage s'ajoute aux émotions causées parce qu'André vient de lui apprendre. C'en est trop pour Ariane. Elle ne peut en dire plus. Elle détourne la tête en se mordant les lèvres. André lui tapote maladroitement le dos. Il dit « Tu en as sauvé 6. C'est pas mal. Sans toi, tes amis seraient morts. Ils sont chanceux de t'avoir. » Ariane s'est ressaisie. Elle dit « J'ai emmené mes amis ici, mais il faut encore que je leur ramène à leurs parents. » Où c'est que vous habitez? On habite à Outremont. C'est où ça, Outremont? C'est dans Montréal. Oh, Montréal, ils ont dû l'évacuer. Ils ont vidé toutes les grandes villes. Ils ont emmené les gens dans des espèces de camps loin dans le nord, en attendant que ça ne soit plus radioactif. Parce qu'ils n'ont aucun abri dans ces grandes villes-là. Le monde est parqué dans des camps, ça doit être beau à voir. Ça doit pas être beau à voir. Et puis, ça doit pas être beau à voir non plus dans les villes parce qu'il y a du monde qui s'est caché. Et maintenant que tous les autres sont partis, ils sortent de leur cachette, puis ils volent tout ce qu'ils trouvent dans les magasins et puis dans les maisons abandonnées. Les villes évacuées, c'est plein de bandits, des voleurs puis des tueurs. Ils sont armés, ce monde-là. Ils sont dangereux, des vrais fous. Mais alors, on ne pourrait pas rentrer chez nous. Oh, mes amis vont être déçus. Non, déçus, ce n'est pas le mot. Ils vont être franchement malheureux. Après tous les ennuis qu'on a traversés, ils ont si hâte de rentrer chez eux et de retrouver leur vie ordinaire. Mais maintenant, ce n'est pas possible,
comment est-ce que je vais leur apprendre ça? Et toi, Ariane, tu n'as pas hâte de rentrer chez toi? Oh, bon. Chez moi, il y aura juste ma mère. Et puis elle et moi, on ne s'entend pas tellement bien. Surtout depuis que mon père est parti. En fin de compte, j'aime mieux vivre avec mes amis. Mais je m'étais juré de les ramener sains et saufs à leurs parents. Ils se doutent qu'il s'est passé quelque chose, mais jamais ils n'ont pensé que ça pourrait les empêcher de retourner chez eux. Il y en a même qui doutent, depuis le début, qu'il y a un danger. Alors, maintenant, quand il va falloir leur annoncer qu'on ne peut pas rentrer à Montréal, oh, ça va être terrible. Dès le réveil, les compagnons viennent à l'épicerie. André leur répète ce qu'il a appris à Ariane. D'abord, les compagnons le mitraillent de questions, mais André ne peut leur fournir aucune explication claire, aucun renseignement précis. Tout ce qu'il peut affirmer, c'est que les grandes villes sont vidées. Les gens évacués par camions et autobus vers des endroits sûrs, et que l'armée patrouille la région pour ramasser tous les rescapés et empêcher, autant que possible, la violence et le vandalisme. Peu à peu, à mesure qu'ils constatent l'ampleur du désastre, les compagnons deviennent silencieux. André, qui craignait une scène pénible, est bien prêt à penser que les compagnons acceptent facilement ce nouveau coup du sort. Ils se font une raison. Il propose donc, en forçant le ton réjoui, « Oh bon, si on pensait à déjeuner maintenant, toutes ces émotions, ça creuse. » Même Niam ne réagit pas. Les compagnons restent tournés en dedans d'eux-mêmes. André comprend alors que leur douleur est profonde. Elle s'ajoute à tant de mots que les compagnons suffoquent et cherchent en vain une bouffée d'espoir, au milieu de leur misère présente. André se tourne vers Ariane. Elle lui fait signe de se taire en mettant un doigt sur la bouche. Pendant un moment, le silence est vibrant. Puis, Ariane parle aux compagnons. André découvre alors, et avec délice, les charmes de sa voix. Ariane l'a chargée d'ondes réconfortantes. Elle dit, entre autres choses, que tout espoir n'est pas perdu, que leurs familles ont vraisemblablement été évacuées avec les autres et que, dès qu'on les aura trouvés, ils rejoindront les leurs. Dans l'esprit des compagnons, l'obscurité se retire comme si une fenêtre subitement ouverte laissait entrer à flot la lumière et un souffle d'air printanier. André s'émerveille. « Oh bon, c'est de la magie! Ariane, tu es merveilleuse! » André saisit la main d'Ariane et l'embrasse avec ferveur. Ariane lui sourit, mais ses yeux sont embués de larmes. Elle sait que l'apaisement distillé par sa voix ne durera pas longtemps. Les compagnons devront en venir à supporter lucidement ce surcroît d'angoisse. Ariane souffre pour ses amis. En sortant du répit procuré par la voix d'Ariane, les compagnons réagissent chacun à sa façon. Certains veulent quitter immédiatement Saint-André pour se rendre compte par eux-mêmes de ce qui est advenu à Montréal. André essaie de le dissuader. « Oh non, 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 vous n'y pensez pas. C'est dangereux de rester longtemps dehors, même si la radioactivité est supposée être toute partie. C'est pas bien bon de se promener dans cette poussière-là, j'en suis sûre. Et vous avez un sacré bon bout de chemin à faire jusqu'à Montréal. Puis, vous prenez des risques. Vous êtes rentré dans Saint-André, sans précaution, en marchant en pleine rue et en menant grand train. Heureusement que vous êtes tombé sur moi. Moi, je suis un bon gars. Mais ailleurs, ils sont dangereux, ils sont armés et ils vont défendre farouchement leurs abris et leurs provisions enfin le peu qui reste après un tel désastre. Dans ce temps-là, l'homme devient pour l'homme le pire des ennemis. Ça va être dangereux de se promener sur les routes.
Si vous tenez absolument à retourner à Montréal, traversez les terres et le bois en vous cachant. Voyagez de nuit, évitez les villages et ne vous montrez à personne, surtout vous les filles. Mais, rendu à Montréal, vous trouverez une ville ravagée, livrée aux bandits. Mon meilleur conseil, c'est restez donc à Saint-André avec votre ami André jusqu'à ce que les secours viennent vous chercher. Oh, ne me laissez pas tout seul. Vous avez vu que ça me fait. Je me mets à boire. Je prends pas ça la solitude. Restez donc avec moi. Les compagnons ne donnent pas de réponse tout de suite. Ils demandent un peu de temps pour réfléchir et pour discuter entre eux de ce qui est le mieux à faire. Ils tiennent conseil dans la cuisine de la grande maison et ils ont passé la nuit. Ariane est avec eux cette fois. Ils parlementent longtemps sans parvenir à un accord. Moi et Seth essaient de convaincre les autres de reprendre la route. Rogne soutient que c'est une folie. Chaque clan tente de gagner Ariane à sa cause, sachant que les autres accepteront sa décision. Mais Ariane ne veut influencer personne. Elle tient ce que la décision soit prise en dehors d'elle. Ariane n'en peut plus. Elle se sent vidée de ses forces et de ses émotions. Elle sort sur le balcon, à l'arrière de la maison. Glou la suit. Il s'adosse au mur de briques. Ariane s'est installée sur la balustrade de bois. Elle promène son regard magnifique sur le triste paysage saupoudré de poussière. De la sentir si proche, une faim bien connue étourdit Glou. En esprit, Glou répète la séquence des gestes qu'il voudrait faire. C'est simple, il n'y a qu'à s'avancer, descendre Ariane de sa balustrade, la serrer ferme contre lui et approcher son visage du sien jusqu'à ce que leurs bouches se touchent. Il rêve de se voir en gros plan dans les longs yeux où toute la lumière semble se concentrer. Glou sait qu'il devrait profiter de ce moment privilégié. C'est si rare qu'il se trouve ainsi à l'écart des autres. Mais il n'ose rien dire ni rien faire d'autre qu'admirer la fine silhouette arquée sur un fond de ciel blafard. Glou contemple Ariane avec des yeux de printemps. Mais, quand elle tourne vers lui son visage fatigué, Glou détourne aussitôt les yeux vers le paysage sans le voir. Ariane n'a pas remarqué l'ardeur de regard posé sur elle. Elle dit, résumant ses pensées, « Quelle désolation! Chaque jour, la poussière détruit un peu plus les arbres. » Les plantes meurent l'une après l'autre. Seth me demande ce qu'il faut faire. Mais si je parle, je vais vous influencer. Ce ne serait plus une décision libre. Je préfère me plier à la décision de la majorité. Mais il faudra se mettre d'accord. Ça serait trop dur de laisser des amis derrière et d'être sans nouvelles d'eux. Ça m'arracherait le cœur. Mais je ne peux pas non plus laisser aller tout seuls ceux qui veulent retourner à Montréal. La route sera remplie de dangers. Et qu'est-ce qu'on trouvera à Montréal, tu penses? Pour répondre, Glou se contraint à regarder Ariane droit dans les yeux. C'est une souffrance délicieuse et terrible, comme une pointe de glace qui rafraîchit et brûle en même temps. Il resterait indéfiniment sous son regard, mais il faut parler. Alors Glou demande, « Pourquoi partir? On est en sécurité ici, non? » Glou, « Je n'aime pas en parler, mais puisque tu me le demandes, je te dirai la vérité. Le danger est partout. Ce n'est plus une menace soudaine, mais une impression plus vague. Je ne peux pas la situer, mais elle est bien réelle. Pendant longtemps, il n'y aura plus de répit, je le crains.
Si on décide de partir, il faudra refaire des provisions et prévoir d'emporter des choses qui se mangent froides parce qu'il ne sera pas question d'allumer des feux. Il faudra éviter tous les endroits habités. Ce voyage, ce ne sera pas facile. Ariane, avant de partir, je voudrais... Ariane ne saura jamais ce que Glou voudrait, ni s'il s'agissait de partir du village ou simplement du balcon, car subitement la porte vient de s'ouvrir et Niam les rejoint. Niam dit « Ariane, si ça continue, Rogne et moi vont se battre comme chien et chat. » Ariane rentre. Glou jette un regard furieux à Niam, qui, peiné, dit vivement « Je ne l'ai pas fait exprès, Glou, je te le jure. Je ne voulais pas vous déranger, mais ça va mal entre Rogne et moi. Glou, je voulais te dire, dans un monde pareil, un amour, c'est un cadeau merveilleux. Et le refuser, c'est du gaspillage. Glou, laisse-moi t'aimer au moins. Ne me repousse pas. » Niam met une main hésitante sur le bras de Glou, mais, d'un mouvement d'épaule, il la repousse. Et il rentre sans rien dire. Piteuse, Niam entre à son tour. Dans la cuisine, les esprits se sont calmés. Ariane résume la situation. Bon, vos décisions sont prises. Seth et Biba, vous restez. Et Rogne et Glou. Toi, Niam, est-ce que tu restes? Comment peux-tu en douter? Demande Niam tristement. Là, tu m'étonnes, Ariane. Comment peux-tu ne pas être sûr que je reste avec vous? C'est d'être ensemble qui fait notre force, dit Ariane. Si je reste aussi, on est déjà 6. Il n'y a plus que toi, moi, Kina. Qu'est-ce que tu décides finalement, moi? L'interrompt Rogne. Il n'y a plus que toi qui veux partir. Tu vas t'en aller toute seule sur les routes? Je te souhaite bonne chance. Ariane vient de dire que c'est d'être ensemble qui fait notre force, intervient Seth. Reste donc avec nous, moi. Si tu pars, on ne sera plus que 6. Tu n'auras qu'à changer ton nom, dis-moi, avec un sourire amer. Comme je l'ai déjà dit et répété à Rogne, rester, ça veut dire être pris dans ce petit village sans moyen de communiquer. Personne ne pensera à venir nous chercher ici et il n'y a pas beaucoup de nourriture. À 8, on l'aura vite épuisé. Mais si vous restez tous, je resterai aussi.